Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans une lettre datant du 6 février 1970, Voltaire se serait adressé à l'abbé Les Riches en ces termes. Monsieur l'abbé, je déteste ce que vous écrivez, mais je donnerai ma vie pour que vous puissiez continuer à écrire. Autrement dit, je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, mais je me battrai jusqu'à ma mort pour que vous ayez le droit de le dire. C'est sur cette pensée prêtée à Voltaire que j'ai envie de vous dire que nous recevons ce soir pour vous Monsieur Doumbi Fakoly, écrivain malien qui ne s'identifie ni à Voltaire ni à De Gaulle, mais plutôt à l'intellectuel africain Cheikh Anta Diop et à ses ancêtres africains. Doumbi Fakoly, merci d'être sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Avec moi, pour vous interroger ce soir, Abdraman Keïta, il est directeur de publication du journal Les Témoins. Bonsoir Abdraman. Bonsoir. Eladji Chana Takiou du journal Le 22 septembre. Bonsoir Chana. Bonsoir Barou. Et je suis Oumar B. Sidibé pour ceux qui nous suivent sur la radio Renouveau FM ou d'autres canaux de communication. Doumbi Fakoly, votre observation déjà avant de continuer sur la composition du jury devant vous juger ce soir. Je dois d'abord me présenter ceux qui ont eu l'occasion d'écouter mes vidéos adressées à Assimi Goïta et à Choguel Kouramaiga dans le titre de Propos ouverts. J'en suis au 32e. Je me présente toujours. Je suis malien d'origine, sénégalais d'adoption, panafricaniste par conviction et citoyen du monde noir par devoir de combat. Donc tout ce que je fais, c'est dans ce cadre. D'accord. Et je suis fier de nos ancêtres seulement. Voilà pourquoi certains disent que je suis un cafre, je suis un mécréant, parce que je ne connais pas les ancêtres des autres peuples. Je dis toujours que j'assume. Le jury, il est bien composé. Oui, je pense, je ne les connais pas très bien, à part Chahana, à part Shahana, que s'il a bonne mémoire, il doit se rappeler qu'il y a très longtemps, le premier livre que j'ai adressé à Amadou Toumani Touré, j'ai écrit 2 livres sur lui. Le premier livre avait été mal imprimé, il y avait eu beaucoup d'erreurs, et il a beaucoup critiqué ce livre-là. Mais je signale que j'ai écrit sur tous les chefs d'État maliens, tous sans exception, de Modibo Keïta à Ibeka et maintenant à Assimi Goïta qui ne pouvait pas échapper à mes critiques. D'accord. Abdraman, vos attentes. Qu'est-ce que vous attendez de Doumbi Fakoly? Bon, il ne m'a pas connu, mais moi je l'ai connu à travers, comme il l'a dit, son premier livre, Oui. dans lequel d'ailleurs il a beaucoup servi. Il s'est beaucoup servi de mes écrits. Parce que je vois des traces, j'ai vu des traces de citations de mes articles publiés à Aurore à l'époque. Sans vous citer? Dans son livre, si, il a bel et bien cité à Keïta Aurore à l'époque. C'est quel livre? C'était le livre où vous avez beaucoup insisté, je pense, sur Alpha Oumar Konaré ou sur la Titi. Il a beaucoup insisté sur les élections législatives de 2002. Vous avez beaucoup critiqué, vous avez beaucoup critiqué les législatives de 2002. C'est dans le cadre de ces législatives que vous avez repris certains des passages qui ont été écrits sous ma plume au journal Aurore à l'époque. Mais je vous ai cité. Oui, je sais. Donc je le connais à travers cet écrit, mais je l'ai perdu de vue depuis. Il se trouve qu'il existe encore et j'ai découvert, quand vous l'avez invité, qu'il est il a à l'origine banquier. Il n'est même pas écrivain. Mais je constate que son exploration identitaire l'a amené quelque part à devenir un spécialiste de l'ontologie africaine, pratiquement. Et c'est sur je pense, c'est dans ce domaine-là qu'il est attendu aujourd'hui. Et comme il a si bien dit, aucun des régimes ne l'a jamais échappé. Et nous l'attendons aussi sur les critiques, les perceptions qu'il a eu à avoir de ces régimes-là. Voilà, et la façon dont il s'y prend dans les critiques. Voilà. Non, je dois signaler que vous êtes très en retard. Vous avez lu mon premier livre, j'en suis à 52. Donc vous êtes très en retard. Allez-y. À 52. Allez-y, Chahana, vos attentes. Merci beaucoup. Comme il l'a si bien dit, je l'ai connu à travers le livre qu'il a écrit sous ATT, dans lequel il parlait de Moussa Traoré, d'Alpha Oumar Konaré.
Il demandait si j'ai la mémoire. Oui, je me rappelle bien de ce livre-là. Lui-même vient de reconnaître qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Que moi, en tant que journaliste, responsable du desk politique, de l'Indépendant à l'époque, le meilleur quotidien de la place, je pense qu'il l'est toujours, j'ai eu à critiquer, à formuler de nombreuses critiques concernant ce livre-là, et des contre-vérités que j'ai relevées ça et là. Ça, sur le passé, ça arrive. Lui-même, il a reconnu qu'il y a eu des erreurs. Tant mieux, on tourne cette page-là. Aujourd'hui, nous recevons un intellectuel. Nous recevons un responsable de la société civile et non l'écrivain, parce que nous n'allons pas discuter, échanger sur ces ouvrages littéraires. Oui. Il se définit comme panafricaniste. Nous allons écouter l'intellectuel qui est de la société civile africaine, qui a un regard sur les gouvernances, sur les politiques sectorielles de notre pays et bien sûr et de toute l'Afrique. Donc c'est cet intellectuel que nous recevons aujourd'hui et non l'écrivain. Je voudrais qu'on précise dès l'entente de l'émission vraiment cette situation. Et j'attends de lui, comme je le sais, très pertinent, très courageux également, vraiment, qu'il nous fasse aussi des propositions pour vraiment qu'on puisse sortir, ces propositions pour sortir de la crise dans laquelle le Mali est en train de s'installer. Peut-être que pour lui ce n'est pas une crise, mais moi je considère que c'est une crise. Okay. Avant justement de parler de ces propositions de sortie de crise, peut-être une question de généralité, Abdraman. Oui, généralité. Non, avant qu'elle ne pose sa question de généralité. Allez-y. Il a parlé du premier livre que j'ai écrit sur la TT. Il a dit qu'il y a eu beaucoup d'erreurs. Non, c'est un livre qui a été mal imprimé. Elle a été corrigée et malheureusement, c'est l'ancienne copie qui a été donnée. Sinon, il n'y avait aucune erreur. Ouais. Il n'y avait aucune erreur. Nous, la copie que nous avions eue était truffée de contre-vérités. Et c'est cette copie que nous avons dénoncée. Non. Vous-même, vous l'avez reconnue. Non, vous avez dénoncé des erreurs de frappe, des fautes d'orthographe qui venaient uniquement... Pas les fautes d'orthographe. Nous, ça non. Pour un écrivain comme vous, ce n'est pas les fautes d'orthographe que nous avons dénoncées. Nous avons dénoncé des contre-vérités qui étaient écrites, qui étaient dans le livre. Je confirme qu'il n'y a pas eu de contre-vérité. Il y en avait assez. La preuve. Il y en avait assez. La preuve, ce n'est pas le moment de parler du livre. Non, parce que on n'en est pas. On n'en est pas là pour le moment. Et je produis une série d'articles. Ce n'est pas un, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois. Vous tapez Malidiat, Maliweb, ça va sortir. D'accord. Même aujourd'hui, j'ai révisité ces articles-là. Tous ceux qui ont... Le livre était truffé de contre-vérités que j'avais dénoncées à l'époque. C'était uniquement des erreurs d'orthographe, erreurs. Moi je ne corrige pas. Moi, on va vraiment essayer d'évoluer. Un grand écrivain intellectuel, je ne peux pas relever vos fautes de... On va vraiment évoluer. Non, vraiment. Personne jamais. Vous allez dire, écoutez, Barou, Chana aura l'occasion de dire aujourd'hui, tout au long du débat, les contre-vérités qu'il y avait dans votre premier livre. Oui. Et vous aurez l'occasion de lui répondre. Il n'y a pas de problème. On démarre le... Je termine. C'est vraiment pas l'objet. Bien entendu, c'est vraiment l'objet du débat. C'est l'objet du débat parce que là, déjà, il essaie de me descendre. Alors que moi, je sais que dans ce livre-là, je sais, vous aurez l'occasion de poser toutes ces questions. Critiquer sur des broutilles, des fautes d'orthographe, etc. Non. La preuve. Je n'accepte pas ce qu'il dit. Il y a le débat. Ce qu'il dit, c'est des contre-vérités. Il y a le débat. Je l'entends, il ne peut pas dire que moi, c'est des fautes d'orthographe que je répète. Ça ne ressemble pas à son père spirituel, directeur de publication. Vous aurez l'occasion de lui poser toutes ces questions. C'était des contre-vérités que j'ai relevées, et non des fautes d'orthographe. Vous aurez l'occasion de lui poser toutes ces questions. Je termine. Si cela a été vrai, le deuxième livre que j'ai écrit, il aurait pu faire les mêmes critiques. Mais il n'a eu aucune critique à faire. Ça prouve qu'il n'y a pas eu de contre-vérité. C'était des fautes d'orthographe que je reconnais. D'accord. Il n'y a que ça. D'accord. Allez-y, Abdraman, posez votre question. Allez-y, Abdraman. Donc, moi je voudrais dire qu'il est difficile de le dissocier de ce qu'il est, bien que ça a dit que ce n'est pas l'écrivain que nous critiquons, mais on ne le connaît qu'à travers ses écrits. Surtout. Et ses écrits démontrent, comme il l'a si bien dit, qu'il ne respecte que les ancêtres. Et qu'il n'est pas... il est contre les religions révélées.
religions, il ne les reconnaît pas, ces religions révélées. Et il est dans une sorte d'exploration, comme je l'ai dit, identitaire, qui frise même parfois le nombrilisme négro-africain. En quoi l'exploration identitaire est-il aujourd'hui un enjeu existentiel pour nous, Africains, aujourd'hui? Moi, je ne fais pas d'exploration spirituelle. Je suis... Pas parler de spirituel, je dis identitaire. Identitaire. Oui, c'est pareil. Je suis moi-même, je suis un Africain authentique depuis les origines. Parce que c'est nous qui sommes à l'origine du monde. Donc, je ne fais pas d'exploration. Je sais qui je suis, je sais qui sont nos ancêtres. Ce sont les premiers dans le monde. Les premiers, ils seront les derniers. Donc, moi, je n'ai pas d'exploration à faire. Je sais qui je suis. Je sais qui sont nos ancêtres. Mais vous invitez les autres quand même à le faire. Ah, bien sûr. Voilà. Non, moi, je les invite. Donc la question, c'est ça. Vous invitez les autres à s'explorer, à se reconnaître. Voilà. À plonger dans leur histoire, à se ressourcer. Voilà. En quoi cela est un enjeu aujourd'hui existentiel? C'est un enjeu important parce que si vous n'êtes pas vous-même, vous êtes les autres. Et vous suivez les autres, vous êtes perdus. Dans le monde entier, c'est seule la race noire qui est à genoux. Parce que la race noire a renoncé à elle-même, a renoncé à l'enseignement de ses ancêtres, qui sont les meilleurs. Vous avez parlé tout à l'heure de religions révélées. Il n'y a pas de religion révélée. Les religions dites révélées. J'ai écrit un livre intitulé L'origine négro-africaine des religions dites révélées, dans lequel je démontre que toutes ces religions-là ont puisé à la source africaine, ont fait du copier, du mal copié et du mal collé. Donc il n'y a pas de religion révélée. Nous sommes ce que nous sommes. Donc notre devoir, c'est d'apprendre à la jeunesse à se ressourcer, à savoir qui elle est. Et en ce moment-là, personne ne pourra donner. Mais vous poussez la chose jusqu'à dire que le Coran, qui est aujourd'hui le livre de la religion majoritaire pratiquement au Mali et dans une large partie de l'Afrique, est un livre qui amène les Africains à réciter quelque chose qui est contre eux-mêmes, quelque chose qui est contre la race africaine. En quoi le Coran contient des passages qui racistes, tels que vous l'avez dit dans vos écrits. Dans une de mes vidéos que j'ai adressée à Assimi Goïta et à Choukro Kalamaïga, je dis à Assimi Goïta qui a ouvert les frontières pour faire partir des béliers en Côte d'Ivoire et au Sénégal pour leur permettre de faire la tabaski. Je lui ai dit, il a foutu gravement et je vais lui démontrer cela. À la fin de la vidéo, je lui ai démontré comment la tabaski est venue. Peut-être que vous ne savez pas. La tabaski est venue parce qu'Abraham est allé en Égypte. Il est allé en Égypte quand les Juifs, les Hébreux... Ça c'est l'histoire. Non, mais c'est la réalité, justement. Non, je sais. Nous vous demandons en réalité quels sont les passages racistes du Coran dont vous parlez. Les passages racistes. Vous savez, il y a l'Ancien Testament. Il y a le Nouveau Testament, il y a le Coran qui vient en dernier. Le Coran repose de tout son poids sur l'Ancien et le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament a essayé de valider une histoire farfelue qui consiste à dire que nous sommes descendants de Noé. Non, je ne suis pas d'accord. Ah, mais je ne suis pas d'accord. Le Coran, ça c'est la genèse des testaments dont vous parlez de la Bible. Ça c'est la genèse. Et dans la genèse du Coran, je ne connais pas ces passages-là racistes dont vous parlez. Moi, je n'en connais pas. Mais il y a des musulmans qui s'appellent Nuhu, donc qui reconnaissent cette vérité-là. Allez-y, s'appellent Nuhu. Monsieur Doumbia. Et les musulmans s'appellent Ibrahim. Et tout ça sont des contre-vérités. Des passages comme ça, même dans votre livre, à travers vos écrits. Nous avons l'impression que vous êtes un mécréant. Est-ce que vous le confirmez? Ah oui, je suis fier d'être un mécréant. Je suis fier d'être un kafre. Vous ne m'avez pas écouté. Dans mes vidéos, en toutes les vidéos, quand je me présente, je dis ça. Je dis d'aucuns disent que je suis un mécréant et un kafre parce que je ne crois qu'en nos ancêtres seulement. Je ne connais pas les ancêtres. Donc je demande pour éviter que le débat s'enlise, vraiment de ne pas mettre le Coran dans cette histoire parce que nous nous adressons à un mécréant qui va essayer de dire des choses. Laisse-moi terminer, Abdraman. Qui va essayer de dire des choses désagréables. Mais il les a déjà écrits. C'est déjà publié. Mais il ne faudrait pas des choses qu'il a cachées. Non, Abdraman. Allez-y, Charles. Il faut qu'on sache qu'on s'adresse à un mécréant,
Donc d'éviter d'amener la parole de Dieu ici. Mais c'est quoi le mécréant? C'est quoi le mécréant? Abdron, il va terminer s'il vous plaît. Allez-y. Qui fait que ça peut créer vraiment une situation malencontreuse. Parlons d'autre chose. Oui, allez-y, posez votre question. J'ai dit, lui, oui. On parle d'autre chose. Mais en quoi ça malencontreux? Non. On l'a amené pour le faire connaître. Oui. Non, Abdraman, quand on parle du Coran, pour nous musulmans, nous n'allons pas accepter. Il est mécréant. Il va dire des choses inacceptables pour nous par rapport au Coran. Au Coran. Acceptable. Pourquoi inacceptable? C'est la... Peut-être posez votre question, Chana. Posez votre question. Inacceptables, mais qui sont véridiques. Oui. Ma question, voilà, allez-y. Il a déjà dit qu'il est mécréant. Oui. Je pense que maintenant, moi je vais laisser ce côté religion Oui, allez-y. pour entrer dans la gouvernance. Dans la gouvernance. Allez-y. Est-ce que vous êtes d'un certain âge, vous avez connu tous les régimes dictatoriaux de Moussa Traoré, le régime démocratique Alpha Oumar Konaré jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous faire une analyse succincte des différents régimes, j'ai dit bien succincte, un résumé bien sûr, et nous dire en quoi le régime actuel est différent des autres, ou en quoi le régime actuel que vous supportez est mieux que les précédents? Moussa Traoré a posé un acte fondamental. À son époque, aucun pays n'aurait osé attaquer militairement le Mali. Il avait une armée forte. Ça, c'est à son crédit. Je peux dire que c'est ce qu'il a fait de bon. Et sous lui, l'école n'était pas aussi faillie. L'école fonctionnait et un bachelier de son époque était mieux formé, mais quelqu'un qui avait le brevet d'EF de son époque était mieux formé qu'un bachelier d'aujourd'hui. Alpha Oumar Konaré, avant que vous ne commenciez, j'ai dit il a fait une chose qui est importante. C'est la statue de Sané et Conton. Et puis à côté de chez lui, il y a un baobab, un espace où les gens peuvent aller faire des sacrifices à leurs ancêtres. ATT est venu. Il n'a rien fait de bon. ATT, c'est zéro. Surtout qu'à ATT, les femmes des militaires l'ont confondu quand ils sont montrés au palais pour lui demander pourquoi, avec tous les avions qu'elle voit plutôt voler lors des fêtes de l'indépendance, leurs maris, leurs enfants sont tout le temps tués. On a découvert qu'ATT empruntait ces avions à Kadhafi et les ramenait. ATT, sous lui, l'école a commencé à être sinistrée. ATT, c'est nul. Ibeka est venu. Ibeka est venu. Ibeka, au début, j'ai formulé deux messages qu'il a beaucoup appréciés. J'ai dit, il est droit comme un sentier sans détour. Avant qu'il ne devienne, qu'il est droit comme un sentier sans détour, avant qu'il ne soit président. Et qu'il est direct comme le tir d'une flèche. Il a beaucoup apprécié. Il m'a même appelé quand j'étais à Paris. Quand il est venu au pouvoir, une année après, j'ai écrit un livre intitulé « Un an après la nation toujours trahie ». À sa deuxième année, j'ai écrit « Y a-t-il quelqu'un pour sauver le Mali ?» Donc tout cela, pour moi, sont à mettre à la poubelle. Je n'ai plus rien écrit sur lui. Maintenant, Assimi Goïta est venu. Assimi Goïta est venu. Il a fait venir Bandao. Bandao qui était un militaire à la retraite. Tout le monde appréciait parce que Bandao n'avait jamais été nommé général à cause de son comportement réticent à l'égard de tous les chefs d'État qui sont passés. Il n'a pas voulu être manipulé. C'est pourquoi tout le monde était content. Mais on a vu, en quelques mois, il s'est mis à genoux devant Macron. Bandao, je le connais personnellement. Sa femme est la petite sœur de mon ex-femme. Même père, même mère. Il venait même chez moi. Et je lui donnais des conseils à l'insu de tout le monde. Mais quand il a commencé à trahir, j'ai dit, ceux qui savent, qui connaissent nos relations, vont dire que je l'ai trahi, je ne lui ai pas donné de conseils. J'ai fait une lettre ouverte. C'est la seule fois où j'ai fait une lettre ouverte en lui demandant s'il était un franc-maçon. Parce que seuls les francs-maçons de la pire espèce agissent comme il le fait. Donc Bandao est aussi à écarter.
Assimi Goïta est venu pour rectifier. C'est pourquoi le livre est intitulé La rectification acte 1. Donc depuis Modibo Keïta, le seul chef d'État qui est en train de redonner au Mali son honneur, de le réinstaller à la place qu'ils n'ont jamais dû perdre, c'est Assimi Goïta. En quoi faisant? Assimi Goïta. Oui. Mais tout simplement, on voit que l'armée monte en puissance, même si certains le nient. Assimi Goïta est en train de nettoyer le pays. Assimi Goïta a un des meilleurs premiers ministres. D'ailleurs, dans mes vidéos, j'ai dit que lui et Choguel Maïga sont des jumeaux cosmiques. Que s'il écoute les gens, il se débarrasse de Choguel Maïga, il trahit le Mali et l'Afrique. Et que Choguel Maïga aussi, si par écœurement à cause de ce qu'on dit, il démissionne, il est en train aussi de trahir le Mali, l'Afrique et le monde noir. Tout le monde sait que tous les yeux sont tournés vers eux. Parce que si eux, ils réussissent, mais c'est fini, l'Afrique va se libérer. Allez-y, Abdraman. Oui, moi je relève d'abord deux contradictions, puisque Chara avait déjà parlé de contradictions quand il dit que son Moussa Traoré et l'armée était... Personne n'osait attaquer le Mali. C'est sous Moussa que nous avons connu 2 attaques burkinabées. Ouais. Ça c'est d'un. Et la rébellion actuelle avait commencé sous Moussa et le régime d'Alpha a hérité de ça, sous Moussa. Qu'à cela ne tienne. Je vous le rappelle pour dire qu'en réalité, quand vous dites que sous Moussa Traoré, on avait une armée telle que personne ne nous a jamais attaqué, non. Dans les années 70, on a connu une guerre contre le Burkina. Dans les années 80 aussi. 85, non, les années 80. Ouais. Dans les années 80 aussi, on en a connu avec le Burkina. Et la rébellion a bel et bien commencé sous Moussa Traoré. Et le premier accord de Tamaracet avait été signé sous Moussa Traoré. Donc, vraiment, ça, c'est d'abord des contradictions. Ensuite, je voudrais que vous me dites par rapport à tout ce que vous venez de développer, est-ce que tout ce que vous avez dit, l'honneur de l'Afrique, sont en réalité l'honneur de l'Afrique, l'honneur du Mali, je ne sais pas, corrigés, rectifiés par-ci, par-là, sont en réalité les motivations qui ont prévalu à l'avènement de cette transition? Est-ce qu'il n'y a pas un décalage par rapport aux motivations ayant prévalu au coup d'État et à cette transition? J'apporte une rectification à ce que vous avez dit. Même s'il y a eu 2 conflits avec le Burkina, le Mali a réduit le Burkina. Le Mali a complètement décimé le Burkina. Ils ont reconnu leur faute. Moi, j'ai insisté sur l'importance de l'armée du Mali sous Moussa Traoré. Oui, mais vous avez dit personne n'osait nous attaquer. Oui, personne. Mais ça, sont des résultats mitigés sous Moussa. Même ce que vous dites, nous avons réduit là. Ça, c'est des résultats mitigés. De toute façon. De toutes les façons, mais c'est clair. Vous pouvez parler. Ce sont des résultats mitigés. Vous pouvez dire que c'est... Et vous reconnaissez au moins que la rébellion a commencé sous Moussa. Et que Moussa a été pratiquement amené à la reddition en signant avec les rebelles. Je reprends et j'insiste, l'armée de Moussa, personne n'osait attaquer. Ce ne sont pas les mêmes époques. Y compris les rebelles. Moi, je ne voudrais pas qu'on juge les Moussa sur des choses qui ne sont pas de leur époque. Aujourd'hui, à l'époque, les armées de l'époque ne sont pas les armées d'aujourd'hui. Les oppositions et les rébellions d'aujourd'hui n'étaient pas les rébellions d'hier. Ce ne sont même pas les mêmes techniques, ce ne sont même pas les mêmes moyens, ce ne sont pas les mêmes arsenaux. Donc ce ne sont pas Donc dites-nous en réalité quels sont en réalité par rapport aux objectifs et aux motivations qui ont prévalu à cette transition, il n'y a pas un décalage. Je reviens pour dire que l'armée de Moussa était performante. Personne n'osait attaquer le Mali à l'époque. Pourtant, nous avons été attaqués. Oui, nous avons été attaqués, mais il les a réduits en néant. Voilà, c'est pourquoi je le disais. Et son école, sous lui, l'école était encore valable, performante. Monsieur Doumbia a répondu à la question. Maintenant, pour répondre à la question, l'évidence, elle est là. Sous Modibo Keïta, le Mali était respecté sur le plan international. Le Mali a même aidé l'Algérie à recouvrir son indépendance, puisque les guérilleros, entre guillemets, algériens venaient au Mali, ils leur offraient l'hospitalité, ils le couvraient. Le Mali sur le plan international était reconnu. Aujourd'hui, le Mali sur le plan international est reconnu. Toute l'Afrique a les yeux virés sur le Mali. Toute la diaspora a les yeux rivés sur le Mali. C'est ça les motivations qui ont prévalu à la transition?
Oui, bien aujourd'hui, sûr. attirer les projecteurs? Non, Pour la moi, transition... la transition était intervenue dans une situation que nous connaissons, dans une situation de délitement de l'État. Voilà. Il y avait un État à reconstruire. Il y avait à intervenir dans une situation de perte de notre intégrité territoriale dont on ne parle jamais aujourd'hui. Pourtant, aujourd'hui encore, l'intégrité territoriale n'est pas maîtrisée par les pouvoirs qui sont là. La transition est intervenue également pour lutter contre la corruption. C'est beaucoup de choses, de la gouvernance qui ont amené toute cette situation de crise. Mais nous ne les voyons pas Est-ce qu'en réalité, ce dont vous parlez, la reconquête de notre identité, de notre honneur, de notre souveraineté internationale, les nations ne sont pas en réalité des instruments qu'on est en train de brandir pour d'autres fins? Mais non, toi-même, tu réponds à ces questions. Tu réponds à tes propres questions. Le Mali, maintenant, sur le plan militaire, tout le monde le sait, il s'est refait. Les terroristes, ce n'est pas terroristes, d'ailleurs, j'ai expliqué la différence entre banditisme, terrorisme et djihadisme. Le Mali est en train de maîtriser le djihadisme. Tout le monde parle de terrorisme, il n'y a pas de terroristes au Mali. Ce sont des djihadistes. Le Mali est en train de faire ce qu'il faut. Le Mali a trouvé le bon partenaire. Le Mali a osé renvoyer la France. Le Mali a osé renvoyer l'ambassade de France. Le Mali a osé aller devant l'ONU, devant le Conseil de sécurité pour dénoncer les agissements criminels de la France. Quel chef d'État a osé faire ça? Allez-y, Chana. C'est pour cela qu'on a fait un coup d'État. Allez-y, Chana. C'est pour cela qu'on a déstructuré l'organisation institutionnelle du pays. On va aussi faire tourner la parole. C'était pour cela. Mais est-ce que c'était pour cela? Ça vaut le coup. Est-ce que c'était pour cela? Allez-y, Chana. Apparemment, vous n'aimez pas la France. Absolument pas, je n'aime pas la France. Vous n'aimez pas pourtant vous y résidez. Pourquoi? J'y ai résidé à l'époque où j'ai besoin de conforter ma formation. C'est là où j'ai commencé à écrire. Mes 52 livres, c'est là où j'ai commencé à écrire. Le premier que j'ai écrit, c'était pour dénoncer le sort réservé aux tirailleurs sénégalais. Donc, j'ai résidé en France dans mon intérêt et dans l'intérêt de mon peuple. Vous résidez où maintenant? Maintenant, depuis plus de 10 ans, je suis au Mali maintenant. J'ai pris ma retraite, je suis rentré définitivement. Okay. Et la France, je suis allé là-bas pour conforter ma connaissance. La France vient ici pour nous exploiter. Donc chacun son intérêt. Vous m'excusez, on aurait pu poser la question dès l'entame. Oui. Vous m'excusez de la pertinence. Est-ce que vous êtes marié, père de combien d'enfants et quel est le niveau d'études? C'est-à-dire que vous avez fait quelle étude en France? Le parcours, oui. Il a dit, je suis banquier de formation. J'ai eu un diplôme d'études supérieures de banque. À l'époque, la BNP était en collaboration avec la BIAO. La BNP m'a engagé. Je voulais aller au Sénégal parce que je connais le Sénégal mieux que le Mali puisque j'ai grandi là-bas. Le Sénégal a dit non, donc ils m'ont envoyé au Mali. J'ai fait une année au Mali, 1 année et demie au Mali. Je suis reparti. Je suis venu pour m'adonner à une activité d'écrivain. Je n'ai pas pu, je suis reparti. Je suis reparti tout de suite. Au Sénégal, j'étais dans un club culturel. Donc j'ai commencé là-bas à m'éveiller à l'écriture, au théâtre et tout. Donc je suis retourné en France. Je suis retourné en France où j'étais dans de bonnes conditions pour écrire, pour conforter mes recherches et pour écrire. Voilà pourquoi je suis retourné en France. Je suis marié. J'ai 2 enfants, 2 filles. L'une, l'aînée, est mariée. Elle a 2 enfants, donc j'ai 2 petits garçons, 2 petits enfants. Je ne suis pas célibataire. Monsieur Doumbé, vous avez quel âge à peu près? Pas avoir une idée de votre... 1944. J'ai 78 ans. 78 ans. Je suis dans ma 78e année. Monsieur Doumbé Fakoli, vous faites feu de tout bois lorsqu'on parle de l'élite politique malienne. Pourquoi cette posture on ne peut plus virulente contre l'élite politique malienne? Leur père et leur grand-père, général de Gaulle, dans mon avant-dernière vidéo, j'ai cité ce propos. Il dit que les hommes politiques sont dangereux. Lui-même, il critique la politique. Il dit qu'un chef d'État élu par les hommes politiques est perdu. Je n'ai jamais été coopté, plutôt j'ai été coopté, mais je n'ai jamais pris la carte de membre d'un parti politique. Ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse,
c'est le sort de mon peuple, le sort de l'Afrique. C'est me pencher là-dessus et voir quel apport je peux apporter par mes critiques, etc. Donc la politique ne m'a jamais intéressé. Vous n'avez pas un parcours militant tout le temps que vous avez fait à Paris. Jamais. Vous n'avez pas milité avec les professeurs Alinou Diallo, Cheikh Oumar Sissoko, le professeur Alinou Diallo, tout ça là. Vous n'avez pas milité, vous n'avez pas un parcours militant. La diaspora estudiantine. Vous n'êtes pas investi pour l'amélioration des conditions de vie et des Africains de Paris, notamment des Maliens qui y résident. Nous avions des associations, Africamat, qui est très connue, qui jusqu'à présent encore continue. Africamat, c'est nous qui l'avions créé. J'ai 2 amis qui l'ont créé et je suis avec eux. On a beaucoup milité. Sur le plan intellectuel, sur le plan culturel, effectivement, j'ai été un grand militant comme tout le monde. Là, il y a un grand chercheur qui est venu, qui s'appelle Kalala Omotunde, que le monde entier connaît, spécialiste des humanités classiques africaines. J'ai fait des années avec lui. On a sillonné la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane. Et c'est en Guyane que j'ai appris. Les Guyanais authentiques m'ont dit, à moi, parce que lui il est entier, vous n'êtes pas plus africain que nous. Nous sommes ici depuis des milliers d'années. Même les Indiens nous ont trouvés ici. Donc avec lui, j'ai fait tout le tour du monde. Quand il est venu récemment, il est descendu chez moi parce qu'il ne voulait pas aller à l'hôtel. Et on a organisé de grandes conférences avec lui. Il est passé à Radio Djoliba, il est passé à Africable, etc. Donc j'ai toujours eu un parcours militant, mais sur le plan culturel. Avec qui sont les Africains ou les Maliens surtout avec lesquels vous avez milité? Les Maliens surtout. Non, surtout les Africains. Les Maliens, il n'y avait personne. Surtout les Africains. Il n'y avait personne comment? Mais parce que dans notre milieu, il n'y avait pas vraiment d'Africains aussi engagés que nous. Ce sont des Antillais, des Canadiens, etc., qui étaient dans notre groupe. La preuve, un peu partout dans le monde, les gens apprennent les hiéroglyphes, les médunataires. Première écriture créée au monde par nos ancêtres. Au Mali, il n'y a pas de spécialiste. Après la chute de Modibo Keïta, il y a eu le comité de défense des libertés au Mali, tout ça. Là, vous étiez à Paris, vous n'avez pas milité au sein de ce comité? Non, je n'ai pas milité, ça ne m'intéressait pas. Okay. Par exemple, Cheikh Oumar Sissoko, quand il était ministre, il m'a invité à aller à Bafou-Labé. D'ailleurs, c'est à cette occasion que j'ai écrit Mali Sayo, l'hippopotame de Bafou-Labé. Lui, il m'a invité, effectivement, à aller faire un tour avec lui à Bafou-Labé. Allez-y, Abdraman. Là, et c'est par ça, là, grâce à mes activités d'écrivain. Pas parce que j'étais parti, je faisais partie de son parti, de Sadi. Non. Allez-y, Abdraman. Ok. Et selon vous, vous êtes quand même un intellectuel. Il est vrai que vous êtes contre la politique, mais quelle est selon vous l'alternative à la politique? Mais ce qui est en train d'être fait, il faut vous interroger sur l'observation du général de Gaulle qui a dit que les hommes politiques sont dangereux. Quand on se fait nommer par un homme politique, encore moins par un groupe d'hommes politiques, on est lié, on ne peut pas servir son peuple. Parce qu'il était militaire. Donc, qui? Général de Gaulle. Mais ça n'a rien à voir, c'est parce que... Pourquoi vous ne faites pas, référence à nos ancêtres? Oui. Parce que vous partez très loin dans le temps. Pourquoi vous ne faites pas référence à nos ancêtres? Dites-nous vraiment, M. Doumbia, c'est quoi l'alternative à la politique? Non, Général de Gaulle, parce qu'on m'a posé la question sur la politique. Je veux dire que la politique, c'est nul. Les hommes politiques sont nuls. Ce sont des gens qui ont été formés grâce à l'argent du peuple. Et ils ne visent qu'une chose, avoir le pouvoir pour dépecer le peuple. Mais c'est quoi l'alternative à la politique? J'arrive. Oui. Donc c'est ça le problème. Voilà pourquoi j'ai cité le général de Gaulle. L'alternative, mais ce que les Assimi Goïta font, même s'ils restent au pouvoir, moi je leur dis de garder le pouvoir. Je lui ai dit à Assimi Goïta, si tu démissionnes, c'est une erreur. Parce que tu vas avoir 4 mois en attendant les élections. En 4 mois, tu n'auras pas la surveillance des militaires parce que tu n'es pas chef d'État, donc on te laisse de côté. Et tu risques de mourir à tout instant. Donc garde le pouvoir. Les Maliens veulent que tu gardes le pouvoir, les Africains veulent que tu gardes le pouvoir. Il n'empêche que c'est de la politique qu'il fait. Non, il ne fait pas. Ah si, c'est de la politique. Bon, on ne peut pas faire autrement que la politique. Pour vous dire qu'en réalité, il n'y a pas d'alternative à la politique. Même ce qu'il fait, c'est de la politique, c'est peut-être de la tyrannie. Il aura usurpé le pouvoir en restant au pouvoir sans se faire élire par le peuple. Mais en réalité, il fait toujours de la politique. Il doit faire la différence, l'animation d'un parti politique et la politique. Il n'y a pas d'alternative à la politique. C'est pourquoi j'interroge l'intellectuel qu'il est, parce que il est quand même bourré de connaissances livresques. Il a dit. Je ne connais pas pourquoi.
il a dit pourquoi je ne fais pas référence à nos ancêtres. Il n'y a pas de parti politique. Mais c'est une forme de politique, il n'y avait pas de parti, mais c'est une forme. Il n'y a pas de parti politique en Égypte, il n'y en avait pas dans l'Empire du Ghana, il n'y en avait pas dans l'Empire du Mali, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas dans les royautés. C'est que tout le monde, les rois, siégeaient avec les représentants de toutes les couches sociales. Et c'est à cela que nous devons retourner, vous pensez? Y compris la classe de ce qu'ils appellent vulgairement les esclaves, mais qui est tout simplement des captifs. Même les captifs siégeaient à la cour royale. J'ai dit, si on se réfère à nos ancêtres, si on se réfère à ce que nos ancêtres faisaient, on peut trouver une alternative qui met tout le monde d'accord. Donc dans ce cas-là, si nous devons rester dans ce sens, si nous devons rester, par exemple, prenons Hachimi est au pouvoir, et vous lui avez dit de rester au pouvoir autant qu'il veut, parce qu'en réalité, il ne doit pas avoir de parti politique pour juger, vous ne croyez pas dans ce système-là. Ça veut dire qu'après Hachimi, c'est son fils qui doit venir, et ainsi de suite. Nous devons entrer dans une dynastie telle que nous l'avons connue par le passé avec nos ancêtres. Mais je n'ai jamais dit ça. Si on doit s'y référer. Et les téléspectateurs savent que je n'ai pas du tout dit ça. Je n'ai pas pensé à une sorte de dynastie. Ah, mais c'est quoi alors? Non. J'ai dit à Assimi de garder. C'est ceux qui prévalaient pourtant avec nos ancêtres. J'ai dit à Assimi de garder le pouvoir jusqu'à nettoyer complètement le Mali de ses vermines. En ce moment-là, et quand le Mali sera sécurisé, il peut organiser des élections. Je lui ai dit même à l'instant. La politique va revenir à ce temps. Je lui ai dit à l'instant, il peut supprimer les partis politiques. Il peut les supprimer carrément, les interdire ou les supprimer. Mais après l'élection peut venir une autre forme d'élection. Est-ce que vous avez rencontré une fois ou plusieurs fois le président Assimi? Je n'ai pas cherché, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas qu'ils pensent un seul instant que je cherche quelque chose avec eux. Je ne cherche rien du tout avec eux. Mais je sais qu'ils lisent tous mes propos. Je sais qu'ils les lisent. Je sais qu'ils font attention à certains de mes propos. D'accord. En quoi? Mais je ne cherche pas à les rencontrer. Le régime de Assimi Goïta que vous magnifiez est meilleur au régime précédent sur le plan des libertés démocratiques, sur le plan de la gouvernance, sur le plan d'une gestion vertueuse. En quoi? Est-ce que vous avez des éléments de comparaison de ce régime Assimi Goïta par rapport au régime de faim ou au régime d'ATT que vous n'aimez pas du tout? En tout cas, ces valeurs. En tout cas, personne n'est encore en prison pour délit d'opinion. Pour délit d'opinion, personne n'est encore en prison. Personne n'est encore en prison pour tentative de coup d'État. Il ne fait rien de tout ça. Il est en train de récupérer l'argent. Il y a des gens qui sont en prison pour tentative de coup d'État. Il est en tout cas, c'est parce qu'ils ont tenté. Il est en train de récupérer l'argent. Il a même lancé un mandat d'arrêt international contre ceux qui ont volé le peuple malien. Ils n'ont pas volé. C'est des présomptions de vol quand même. C'est des présomptions de vol. C'est des présomptions. On suppose. Ou bien vous pensez que la justice aussi doit passer par les rouages ancestraux? Personne, peut-être vous seulement, mais personne ne peut dire que Karim Keïta, c'est seulement présomption d'innocence. Karim, on ne l'a pas poursuivi parce qu'il a volé. Mais non, je donne un exemple. Parce qu'il y a des soupçons de vol sur lui. Je donne un exemple. Je ne sais pas pourquoi il traîne avec Karim. Mais par rapport à quoi? Karim, par rapport à quoi? Mais tout le monde sait que Karim a dépecé le Mali. Vous dites des inexactitudes, des contre-vérités. Voilà des contre-vérités. Oui, des contre-vérités, parce que même les mandats d'arrêt dont vous parlez ont été lancés contre des honorables personnalités. C'est des soupçons. Des escrocs. Sur Karim, on va vraiment... Sur Karim, rien n'est contre Karim. C'est des escrocs. En termes de gestion, jusqu'à preuve le contraire, on ne reproche rien sur le plan financier à Karim Keïta. On ne va pas faire le procès de Karim sur ce plateau. Mais il n'y avait pas de contre-vérité. C'est ce qu'il avait dit dans son premier livre. Doyen, vous racontez des contre-vérités. En tout cas, personne... Vous racontez des contre-vérités, de grossièreté souvent. En tout cas, tu es le seul et unique journaliste qui a critiqué ce livre-là. Oui, je l'ai critiqué parce qu'il y avait trop de contre-vérités dedans. Non, c'est pas vrai. Tu as critiqué sur des broutilles, des fautes d'orthographe. Non, je me rappelle une contre-vérité dans le livre que Jean avait révélé. C'est que vous avez attribué à Alpha 10 milliards de fausses questions.
Ce qui n'était pas vrai à l'époque. C'était l'ensemble du budget de la présidence qui valait 10 milliards. Ce n'était pas les fonds spéciaux d'Alpha. Mais donc, ce sont des journalistes comme lui qui ont donné cette information. Je n'ai pas inventé. Bon, oui, si, ça est dans le livre. C'est contre-vérité. Qu'est-ce qui prouve Moi, j'ai que ça est dans le livre. Qu'est-ce qui prouve que ce sont eux qui n'ont pas raison? Ah, si, puisqu'on connaît le budget. Nous, on est là quand le budget est voté. Et après, Le budget de la présence, on est à l'Assemblée nationale, on sait que le budget, l'ensemble du réseau de à l'époque sous Alpha, on connaît le l'ensemble du budget de la présidence, c'était 10 milliards. 10 milliards. Donc, une seule, le président seul ne peut pas avoir 10 milliards. Vous avez attribué à Alpha Oumar Konaré des fonds spéciaux de 10 milliards, alors que tout le budget de la présidence de la République était à 10 milliards. Ça, c'est une contre-vérité que j'avais relevée à l'époque. Ce sont des journalistes. Il y en a autre chose par rapport à Moussa Traoré, par rapport à Tété que vous n'aimez pas. Vous avez dit beaucoup de contre-vérité dans le livre. Mais le débat, ce n'est pas par rapport à ce livre. Tu sais, parler trop fort, essayer d'imposer vos points de vue. C'est une nature, peut-être elle est mauvaise, j'ai tout fait pour le rectifier. En tout cas, ça ne marche pas avec moi. C'est pas pour imposer mon point de vue. Pas d'autres journalistes. Moi, je n'ai pas inventé non plus, surtout quand j'écrivais ces livres-là, je n'étais pas au Mali. Vous devez recouper. Quand vous écrivez un livre, si certains journalistes l'ont écrit, des journalistes, nous ne sommes pas des saints. On se trompe très souvent. Vous avez pris ça chez un journaliste, certainement, qui s'est planté. Et vous n'avez pas eu en tant qu'intellectuel, écrivain rigoureux, de recouper pour voir si c'est vrai ou pas avant de le mettre dans un livre. Pourtant, vous l'avez mis. Il y a beaucoup d'informations comme ça. La preuve, je cite toujours mes sources. Donc, si vous êtes honnête, vous devez savoir que j'ai cité le journal dans lequel je l'ai pris. Monsieur Doumé Fakoli, je cite toujours. Sur les 10, non. Donc, sur les 10 milliards-là, vous n'avez pas cité de sources. Ouais, donc, vous l'avez pris à votre compte. En tout cas, c'est loin cette histoire-là. Je ne me rappelle plus. Sur ATT aussi, la même chose. Mais ce qui est évident, c'est que quand je dis certaines choses, je cite toujours mes sources. Et rien ne prouve que c'est vous, journaliste, qui avez dit la vérité contre les autres. Monsieur Doumé Fakoli, quelle est recette endogène pour mettre fin à la crise actuelle qu'on connaît au Mali? Mais c'est d'avoir l'honnêteté de laisser Assimi Goïta poursuivre son travail. Parce qu'il est en train de la vie générale des matriotes. Moi, je ne parle pas de patriotisme, c'est matriotisme qui est chez nous. De la vie générale des matriotes maliens. C'est un néologisme? Non, oui, même c'est un néologisme. Matriote, matrie, au lieu de patrie. Patrie, ce sont les hommes. Matrie, ce sont les femmes. Ce sont les femmes qui sont au centre de notre vie. Donc si on doit dire, comme vous êtes Bambara, on doit dire Basso au lieu de Faso. Mais ce qu'on dit, si vous voulez, en tout cas matriote au lieu de patriote. Pour nous, c'est matriote. Vous savez, Aimé Césaire a dit, je soumets la langue française à mon vouloir écrire et à mon vouloir parler. Aimé Césaire, comme Cheikh Anta Diop, sont mes modèles, j'ai écrit des livres sur eux. Alors moi, je soumets la langue française à mon vouloir parler, à mon vouloir écrire. Que ça plaise ou pas, c'est le problème. J'ai dit matriote. Tous les matriotes maliens, c'est-à-dire qui aiment leur matrie, le Mali, tous les matriotes africains, tous les matriotes tamites, tous les matriotes de la diaspora sont d'accord avec Assimi. Et tout le monde regarde Assimi en espérant qu'il va donner l'exemple aux autres pays africains pour qu'ils libèrent l'Afrique définitivement. Moi, je suis d'accord. Je ne suis pas le fait de dire que Assimi est ceci ou Assimi est cela. Moi, je voudrais que vous apportiez les arguments ou tentez de convaincre en quoi Assimi est meilleur. C'est ça que vous ne parvenez pas. Je vous ai demandé des éléments de comparaison du régime Assimi par rapport aux autres régimes, sur le plan des libertés démocratiques, sur le plan de la gouvernance, sur le plan d'une gestion vertueuse. Je n'ai pas eu de réponse. Vous dites que sur le plan africain, il est meilleur. En quoi, encore une fois de plus, en quoi Assimi, je le veux bien, hein? Il faudrait me convaincre, me donner des éléments d'appréciation. En quoi Assimi est meilleur que tous les autres présidents africains aujourd'hui? Parce que tu ne m'écoutes pas. J'ai dit il n'a pas emprisonné les gens comme ça, comme font les autres, comme par exemple fait Alassane Ouattara. Assimi Goïta n'emprisonne pas les gens. On a laissé Boubaye mourir ici, quand même. On a des éléments, quand même. Non, quel élément? On a laissé Boubaye mourir ici. Et après Boubaye, c'est qui? Boubaye, c'était un escroc. On va respecter la mémoire. Boubaye est une personnalité importante. Chana, s'il vous plaît. On ne va pas exposer la mémoire de Boubaye aussi. Non, il m'a posé une question. Je vais répondre à sa question. J'ai dit Assimi n'emprisonne pas les gens comme ça, comme fait Alassane Ouattara, comme fait Macky Sall. Assimi est en train de récupérer l'argent que ces détourneurs de fonds, que ces criminels
ont volé, comme les Tiens, Uber et autres. Assimi et... Ce ne sont pas de voleurs. Qu'est-ce qu'il a récupéré? Ouais, laisse-moi parler. La présomption d'innocence doit être démise également. Oui, mais je suis d'accord. Oui. Mais tout le monde sait, tout le Mali sait qu'ils ont volé l'argent. Voilà pourquoi ils sont enfuis. Pourquoi ils ne reviennent pas? Il y a un mandat d'arrêt lancé contre eux. S'ils sont sûrs qu'ils n'ont rien fait, mais pourquoi ils ne reviennent pas? Ok, Adraman, allez-y. Oui, c'est pas fini. Allez-y. Et sur le plan militaire, personne ne peut contester le fait que le concours de la Russie, avec le concours de la Russie, le Mali est si bien équipé que personne n'osera attaquer le Mali. À 2 minutes, le Mali peut atteindre Paris, comme dit l'autre. Non, ça, c'est pas vrai. Moi, je ne tiens pas compte de ça. En tout cas, ce qui est certain, c'est que à l'heure actuelle, la France n'osera plus intervenir au Mali. Le Mali a fait ces choses-là et le Mali a osé... La montée en puissance de l'armée est acquis. Vous parlez de quel Mali? Du Mali coupé en deux jusqu'à présent, où l'intégrité territoriale est encore compromise. Où on ne peut pas aller comme on le veut à Kidal. Non, mais monsieur Doumbia, monsieur Doumbia, vraiment. Les gens de Gao ne peuvent pas aller à Douanza. La route est coupée. Mais ce n'est pas vrai. Tu peux parler de pénurie de médicaments si tu veux. Mais le Gao est conquis par le Mali. Pourquoi votre tendance? Gao est conquis par le Mali. Kidal, c'est appartient au Mali. Oui, on le sait. Mais pour le moment, il n'y a rien. Il n'y a pas de justice là-bas. Il n'y a pas les symboles de l'État là-bas. Il n'y a pas l'administration n'est pas déployée. Non, tel que tu présentais la situation, ça veut dire que Gao est toujours entre les mains des djihadistes. Ah, mais beaucoup de localités de Gao sont entre les mains des djihadistes. Aujourd'hui, Chana, s'il te plaît, vraiment. Aujourd'hui, beaucoup de localités à Gao sont obligées de payer la dîme aux djihadistes, si vous n'êtes pas au courant, on vous le dit. Je suis au courant, je sais que Gao... Donc, en réalité, voilà, peut-être la ville de Gao est sous contrôle, mais les alentours, les environs de Gao ne le sont pas. À Kidal, personne ne va sans le bon vouloir des gens qui siègent là-bas aujourd'hui. Kidal est sous contrôle du Mali. Gao est sous contrôle du Mali. Kidal est sous contrôle du Mali? Oui. Vous êtes sûr? Oui, je suis sûr. Je suis sûr. Il y a un tribunal à Kidal? Non, personne ne parle de tribunal. Je parle de ce qu'ils appellent... Le couvre-feu qu'on fait ici à Bamako... Je serais obligé de passer la parole à les djihadistes et ceux qu'ils appellent les terroristes ne sont plus à Kidal. Ne dominent plus Kidal. Voilà pourquoi il dit Kidal. Kidal n'a jamais été aux mains des djihadistes, ça a toujours été aux mains des rebelles. Allez-y, posez votre question. Ouais. Allez-y. Aujourd'hui, vous êtes quand même d'une tendance spirituelle qu'on connaît, le retour aux sources. En quoi cela peut être utile dans le règlement des problèmes que le Mali connaît aujourd'hui? Mais j'en ai parlé, j'ai l'impression que vous ne m'écoutez pas. Oui. J'ai dit, si vous n'êtes pas vous-même, vous n'avez pas votre spiritualité, vous faites balader dans tous les sens. Et je vous ai dit que l'Africaine sont le seul peuple à genoux devant tout le monde. Parce que, justement, nous ne savons pas... Non, je dis les problèmes que nous connaissons ici au Mali. On a des problèmes de crise. La crise malienne, je connais. Comment on peut utiliser les ressources spirituelles dont vous parlez aujourd'hui pour régler le problème malien? Si nous sommes nous-mêmes, déjà, donc il faut attendre que nous soyons nous-mêmes pour régler le problème malien? C'est la raison pour laquelle nous faisons le travail de conscientiser la jeunesse malienne, la jeunesse africaine, pour qu'elles sachent qui elles sont. On vous a demandé... J'arrive. Pour qu'elles sachent qui elles sont. Si elles sont ce qu'elles sont, elles ne suivront aucune spiritualité étrangère. Et là, déjà, elles s'en tirent. Dans mes vidéos, je conseille à Assimi Goïta, je conseille à Choguel Kalamaïga. Je leur dis, les marabouts font leur prière, mais qu'ils se rapprochent des initiés africains, ils vont résoudre le problème en rien de temps. Oui, vous avez dit... En rien de temps. Vous avez dit que vous êtes mécréant, mais en vous lisant, en réalité, vous n'êtes pas mécréant, vous êtes déiste. Vous croyez en l'existence d'un Dieu? Non, je ne crois pas en l'existence de Dieu. Si. La preuve, j'ai vu certains de vos passages où vous dites qu'en réalité, le monothéisme, il n'y a qu'un seul Dieu qui se manifeste diversement aux différentes nations, aux différentes entités, aux différentes communautés. Ce que vous avez utilisé, c'est qu'en réalité, vous êtes déiste. Je ne suis pas déiste. Je ne suis pas monothéiste. Quand je dis ça, j'explique comment l'humanité a été créée, comment le monde a été créé.
Mais moi, personnellement, comme tous les Kamites, vrai, nous ne demandons jamais à un quelconque Dieu d'intervenir dans notre vie. On n'en a rien. Attends, je termine. On n'en a rien à faire de Dieu. Dieu n'intervient pas. Il n'en a. Attends, mais si Dieu n'intervient pas, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Oui. Ceux qui interviennent sont nos ancêtres. Ils sont au-dessus de Dieu. Ce sont eux qui nous ont révélé Dieu. Ils sont au-dessus de Dieu. Ce sont eux qui nous ont révélé Dieu. Ce sont eux qui nous ont révélé Dieu. Ce sont eux qui ont noué des relations privilégiées avec les génies tutélaires d'Assyrie. Ce sont eux qui ont créé tout ce que vous voulez pour nous. Même Donc, l'univers. Bien sûr, créé l'univers. Celle qui a créé l'univers. Nous, on n'en a rien à faire de Dieu. Allez-y, Chana. On ne s'adresse jamais à Dieu pour quoi que ce soit. Allez-y. La preuve, le mot prier n'existe dans aucune langue africaine. Le mot prier, ça n'existe dans aucune langue africaine. On ne prie personne. Allez-y, allez-y. Oui, Monsieur Doumbia, Abdelrahman, je vous laisse ma dernière question. Allez-y. Bon, peut-être la dernière question va continuer, peut-être le panafricanisme. Quelles sont les chances de ce panafricanisme de triompher dans ce monde mondialisé aujourd'hui, avec tous les défis que nous connaissons et tous les obstacles qui se dressent sur le chemin? Nous avons des obstacles linguistiques, nous avons des obstacles en termes d'intérêts incompatibles et difficiles à croiser. Comment voyez-vous? Panafricanisme. Marcus Garvey, si vous le connaissez, lui avait parlé de pannégrisme. C'est-à-dire tous les Noirs du monde entier doivent être un. Leur continent, c'est l'Afrique. Et Kwame Nkrumah même a dit que l'Afrique est le centre de la révolution du monde noir. Mais ça reste un rêve. Attends. Nous voulons vraiment, quelles sont les chances? Je vais te répondre. Laisse-moi te répondre. Kwame Nkrumah lui-même a dit que l'Afrique est le centre de la révolution du monde noir. Moi, je dis depuis quelque temps, j'ai dit le Mali sera le centre du centre. Il faut que nous soyons nous-mêmes panafricains. D'ailleurs, le mouvement Kamite, on parle plus de Kamite que de panafricanisme. Je suis aussi proche de l'Ivoirien que l'Antillais est proche de nous. Nous nous sentons tous les mêmes parce que nous savons que nous venons tous du même continent. Voilà l'avenir du panafricanisme. Nous allons tous nous retrouver. Et les obstacles dont j'ai parlé, il y a des obstacles aujourd'hui. La réalité, c'est qu'il y a des obstacles linguistiques. La religion ne crée pas une langue pour amener les gens vraiment à se comprendre entre eux, à s'entendre entre eux, à parler la même chose, à s'exprimer de la même façon. Il y a un obstacle linguistique, c'est vrai. Les gens aujourd'hui, dans ce monde mondialisé, ils ont des intérêts divergents, difficiles à concilier. C'est ça la réalité. Oui. Ce n'est pas dans l'empire du Ghana, comme dans l'empire du Mali. C'est pas le spirituel dont vous êtes en train de parler. Dans l'empire du Ghana, comme dans l'empire du Mali, il y avait des langues d'empire. Une seule langue, mais tout le monde parlait. Monsieur Doumé Fakoly. On peut travailler dans ce sens-là. Monsieur Doumé Fakoly. Hein? Et la spiritualité, c'est la seule et unique voie pour que nous sortions de cette situation. Monsieur Doumé Fakoly, nous sommes malheureusement au terme des débats pour le compte de cette audience. Le jury va à présent se retirer pour procéder à la délibération. Chana, nous sommes dans les secrets de la délibération. Ça veut dire quoi? Le jury va se retirer pour me juger? Non, nous sommes en train de... Oui. On va donner le verdict de l'émission. Le verdict de l'émission. Oui, donc je dois sortir. Non, vous restez, c'est devant vous. C'est sur le siège. Allez-y, Chana. Oui, monsieur Doumbia, notre invité d'aujourd'hui est une personnalité atypique. Une personnalité atypique. Vraiment, je ne voudrais pas dire des choses désagréables. Vraiment, en raison de sa production littéraire, 52 livres, de son âge, de son militantisme panafricain, je pense qu'il mérite d'être acquitté. Allez-y. C'est pas ce que moi je pense. Allez-y, Abdelrahman. Nous avons vraiment rencontré aujourd'hui un client qui nage plutôt dans les utopies et dans les rêves. Il n'a la solution à aucun problème concret. À cela s'ajoutent ces incohérences par rapport dans ses perceptions de toutes les choses qu'on a eu à évoquer avec lui ici aujourd'hui.
je ne pense pas que cela mérite d'être récompensé par un acquittement. Il est vrai qu'il est panafricaniste, lui, mais son panafricanisme ne repose pas sur des choses qui donnent l'espoir au panafricanisme. Ça repose plutôt sur l'utopie, sur l'incohérence et sur des vœux pieux. Voilà. Et j'ai senti également chez lui la manifestation de certaines revanches sur certains régimes. Sur les régimes, et c'est ce qui fait qu'en réalité il a déjà fait son choix. Il n'a pas une approche objective des situations que nous lui avons présentées ici. Et je pense au contraire que vous devez sévir avec la plus grande sévérité et avec la plus grande rigueur pour qu'en réalité on ait vraiment des invités ici qui ont des approches beaucoup plus objectives des situations qui se présentent. Au regard de ce grand décalage, oui, vous aurez un temps de réaction. Au regard de ce grand décalage qui existe entre ces deux réquisitoires, il me plaît de déférer le verdict à la prochaine audience. Monsieur Doumbi, votre dernier mot. Non, moi je n'ai rien à ajouter. Je dirais tout simplement que les téléspectatrices et les téléspectateurs qui nous ont entendus sont nos seuls juges. C'est tout. C'est sur ce jugement aussi que prend fin ce numéro de votre émission Les Grands Jurys, qui recevait comme invité M. Doumbi Fakoly, panafricaniste assumé et écrivain malien. Merci à vous de nous avoir suivis et à une autre audience de votre émission Les Grands Jurys.